Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence de presse de Lone Ranger, naissance d'un héros, signé Gore Verbinski et produit par Jerry Bruckheimer. Et sans plus attendre, je vous demande d'accueillir le producteur du film, Jerry Bruckheimer, qui arrive. Jerry, welcome. Voilà. Suivi bien sûr du réalisateur du film, Gore Verbinski. Et bien sûr, le héros dont nous fêtons la naissance, Lone Ranger, Armie Hammer. Welcome to Paris. Bonjour, bonjour. Well, are we going to do it in French? That will make my job easier. No, all right. Make my job easier. well, obviously, I will ask you a sort of opening question to all of you, obviously. I mean, we all know that The Lone Ranger is a terrific Western, bringing back really to life one of America's most iconic heroes. So from your different perspectives, as a producer, as a director, and as an actor, what did you find the most challenging, the most interesting to explore? Jerry Bruckheimer, the producer, launches this press conference. Well, I think the most challenging is always getting a good story. Even though we started with the origin story of the Lone Ranger, it's just layering the characters, creating the conflict between the characters, reinventing the relationship between the Lone Ranger and Tonto. And I think the rewarding thing about the movie is finishing it and getting the opportunity to watch it with an audience. That's the fun for me, to see audiences applaud at the end of the movie and laugh throughout and really enjoy it. Alors voilà, c'est vrai que bien sûr pour moi le plus grand défi c'est toujours l'histoire, parce que même si celle du Lone Ranger est connue, c'est un personnage qui a de multiples vraiment couches et c'est très important pour nous aussi d'avoir établi le conflit entre les personnages principaux que sont bien sûr le Lone Ranger et Tonto. Et puis bien sûr à la fin, c'est de découvrir mon film, de le voir avec un public et de voir comment ils réagissent, combien ils s'amusent, et ça évidemment c'est le plus grand bonheur. What about you, Gore? What was the sort of most exciting or most difficult challenge of it all? Well, it's all challenging, you know, and it's all really exciting at the same time. I think Jerry's spot on. You start with the blank page, and certainly for me personally, the opportunity to kind of I remember the Lone Ranger, but very, very vaguely and slightly two-dimensional. I mean, he always stood for something, and there was the William Tell Overture, but I never really got to look into his eyes, you know. And I think the opportunity to dimensionalize him, you know, with Armie, and sort of, here's a man who's sort of struggling with his code. He doesn't just live by it. We're taking almost a Capra-esque character and throwing him into almost just like a Sam Peckinpah movie, and seeing him sort of struggling to find that. He's got real blood running through his veins, and that was really important. And I think also just going to the West and photographing the movie in the way films were made and in my opinion should still be made, and certainly in the case, you know, we had you know, we still have dust in our teeth, you know, because you go there, and you know, Mother Nature doesn't always comply, but yet you get something in return. You get a kind of honesty. Alors voilà, c'est vrai que pour moi, tout en réalité représentait un défi. Comme disait Jerry, bien sûr, il y a aussi l'excitation d'explorer ce personnage. Mais au départ, c'est vrai, comme le disait Jerry, c'est la page blanche et il faut tout construire. Et bien sûr, personnellement, je me rappelle vaguement des épisodes à l'époque, à la radio ou à la télévision. Mais je trouvais que le personnage de Lone Ranger était un peu un personnage qui n'avait que deux dimensions finalement. Il y avait une espèce de code, mais on ne voyait
protège vraiment jamais son regard, son vrai regard. Et ce qui m'intéressait pour moi, c'est de montrer un personnage qui justement lutte avec lui-même, avec ses propres codes, et un petit peu de transposer ce western dans la veine de Sam Peckinpah. Alors, je voulais vraiment montrer qu'il y a du sang qui coule dans ses veines. Et puis aussi, il y avait évidemment l'excitation extraordinaire d'aller vers l'ouest, justement, et de filmer ce film comme les films l'étaient à l'époque, ce qui à mon avis d'ailleurs est la seule façon de continuer à faire du cinéma. D'ailleurs je crois que nous avons encore de la poussière dans nos dents ou nos vêtements, et je crois que ce qui est intéressant c'est aussi de dire que eh bien Mère Nature n'est pas toujours prévisible, mais en tout cas elle nous rend bien ce qu'on lui donne lorsqu'on est avec elle, et donc ça aussi c'était formidable. Well, Lone Ranger, time for you to say what was your challenging or exciting, part that you played. Yeah, what was the challenges there? yeah, you know what? Fortunately, a majority of the challenges had all been shouldered by these two titans. So I really just kind of showed up when it was time to make the movie and did whatever they told me. Every day was another challenge, whether it was, something's not working, something got hit by lightning, someone had a heat stroke, it did seem like there was something new every day that they were picking to throw me out of or drag me behind or hit me in the face with. But at the same time, you're out there. You're, as Gore said, you're in the elements. You're standing in the middle of untouched earth where they made the crew hand carry all of the equipment because the earth is so old there, you can't drive cars on it because it would endanger the dirt or something. I don't know, but we were hand carrying hundreds of thousands of pounds of equipment over little deer trails on mountains. It was all a challenge. It was all a labor of love, and it was all fun every single step of the way. Alors voilà, c'est vrai que heureusement, en ce qui concerne les défis, c'est vrai que la plupart des défis avaient été relevés par ces deux géants quelque part. Donc moi, mon job finalement, c'était d'arriver sur le tournage le jour où on me l'a dit et de faire ce que l'on me disait. Alors là, évidemment, Gore dit bon, allez, c'est pas tout à fait ça. Alors c'est vrai, chaque jour c'était un défi parce que on se demandait ce qui allait se passer, où il y avait le tonnerre et les éclairs. Gore de rajouter oui, puis tous les bleus sur le corps. Mais chaque jour apportait une nouveauté. Alors c'était ou bien on me tirait sur le sol, ou bien je recevais des coups. Mais ce qui était formidable, comme le disait Gore, c'est d'être vraiment là, au sein de la nature, dans ces éléments incroyables, cette terre pratiquement vierge, à tel point que l'équipe devait porter les équipements, et parfois vraiment des milliers et des milliers des points incroyables sur des petites routes, parce qu'on ne pouvait pas évidemment utiliser des véhicules. Donc je peux dire en quelque sorte que c'était vraiment un travail fait avec amour, et qu'on s'est beaucoup amusé aussi. Alors, Jerry, I mean, there's a question obviously that I needed to ask you before we talk to these gentlemen. You won, obviously, everybody knows, one of Hollywood major producers with an extremely successful franchise, Pirates of the Caribbean, which I know Gore had something to do with. But Jerry, I mean, were you surprised, honestly, with the reactions and the US results? Well, no matter what the reactions are, you want them to be better. So that doesn't matter. We love the movie. It's been received here in Europe, and especially in France, by the critics, 70% positive. So we're thrilled. We never know. Some of the biggest movies I've ever made were panned by the critics quite a bit. So we care about the audience, and the audiences, even in America, were 85% positive, and even more so in Europe. So America doesn't dictate what the rest of the world likes or doesn't like. Yeah. The French will never listen to the Americans. No, the French will never listen to the Americans. I'm the only French actually listening to you guys. You realize that? Anyway. Sorry, what? No. Alors la réaction, bien sûr que c'est vrai qu'on aurait aimé avoir une meilleure réaction, mais nous aimons ce film, et je dois dire que depuis qu'il est sorti en Europe, il est extrêmement bien reçu. Nous avons à peu près 70% pour le moment de réactions extrêmement positives, et en France,
évidemment, n'attendons, mais vous savez, on ne sait jamais avec un film. Mais je dois dire que c'est vraiment la première fois que je fais un film aussi important, si je puis dire, probablement le plus important de ma carrière, et que j'ai des critiques mitigées. Mais vous savez, ce qui m'importe avant tout, c'est la réaction du vrai public. Et même aux États-Unis, 85% des gens étaient pour ce film. Donc vous savez, je crois que les réactions des critiques ne vont certainement pas dicter les réactions du monde entier. Et de toute façon, comme le dit Gore, de toute façon, les Français n'ont jamais écouté les Américains. Voilà, question. Oui, première question ici. Bonjour. Oui, bonjour et merci pour le spectacle. Alors, vous avez, je m'adresse à Gore Verbinski, vous avez cité avec justice et justesse Sam Peckinpah. Moi, personnellement, il me semble que les deux axes narratifs majeurs de votre film font écho très fortement à Little Big Man d'Arthur Penn, Once Upon a Time de Sergio Leone. Une vision américaine et une vision européenne désenchantée sur la mythologie nord-américaine. Alors, ma question, c'est est-ce que vous pensez que ces deux films majeurs de ce qu'on a appelé le western crépusculaire, sont aujourd'hui des frontières infranchissables pour le cinéma? All right. Thank you very much for the question. Well, basically, rightly so, you just mentioned Sam Peckinpah. But it seems to me that the two narrative axes of the movie are about Little Big Man and Once Upon a Time in America. So both an American and a European vision, and a very disillusioned vision about the Western and the dawn of Western and its fall. Do you feel that these movies, and I hope I'm understanding your question, are marking like at all nowhere to go beyond these? Is that what you wanted to express? Il s'agit d'un cinéma de frontières, sur les frontières, et il les revisite un petit peu comme si le temps ne pouvait pas les dépasser. Yeah, I mean, in a way, you're revisiting those as if you couldn't go beyond the frontiers these films represent. I think that the beauty of I was very young, very drawn to originally to the postmodern Western, because there's something nice about the end of the era, you know, when the gunfighter kind of is aware of his own extinction. And reconciling with that, I think that's a very complex emotional state, you know. And the traditional Western, I mean, there's a lot of liberty valance in this movie too, because we wanted to take, you know, Army's character has to kind of arrive on the train with these like noble ideas, the concepts of justice, and to try to, you know, shackle him to Tonto and to sort of painfully learn, you know, and to reconcile his code against a time when justice can be purchased and whatnot. I think I've always been fascinated by the Western because of that, because of the sort of horizon and the silhouette of the individual. I mean, a gun on the hip, an ultimate choice of life and death, control over one's destiny, and certainly the Westerns of the 70s, where people started to explore, like, what if the horizon is cluttered now and you can't define that silhouette anymore, and the trains come and the cities come and the people come, and so it's very hard to sort of see that individual anymore cast against the clutter. I think the choice to tell the story from Tonto's perspective brings with it a uniquely kind of Native American perspective, and things like the landscape become characters, and the violation of that landscape with the train, and so yeah, the balloon floating away at the beginning of the movie, and the idea of the sort of underpinning of loss. You know, we like our iPhones, and we love this air-conditioned building, and I love everything that progress has afforded me. But I think Tonto serves the function of sort of asking, at what cost? Did we leave behind some simpler understanding of our relationship to the earth? And I think that's a valid question to ask. And I think so it's almost like taking the postmodern Western and really saying, okay, for the first time we're going to look at it from a Native American standpoint, which is in itself also postmodern. C'est vrai que
très jeune, effectivement, j'étais intéressée justement par ce qu'on appelle le post-modern western, ce que vous appelez un peu les westerns crépusculaires. C'est-à-dire surtout ce qui m'intéressait ici, c'était la fin d'une ère, une époque où effectivement l'homme qui se battait avec son flingue en quelque sorte comprenait que voilà, il faisait partie en quelque sorte d'une race qui mourait. Il se rendait compte. Donc c'est un état complexe émotionnellement parlant. Et puis il y a aussi un peu de Liberty Valance là-dedans. Je crois que quand le Lone Ranger arrive en tant qu'Army par ce train, eh bien il est là avec ses idées nobles, son concept de la justice, et puis soudain il est quelque part enchaîné à Tonto qui lui, eh bien lui apprend de manière un peu difficile par moments que finalement la justice c'est autre chose et qu'on vit aujourd'hui dans une époque où la justice peut s'acheter en fait, les juges peuvent s'acheter. Donc je crois que il y a là des forces qui m'ont toujours intéressée. J'ai toujours aimé dans ces westerns les perspectives, l'horizon, la silhouette de cet homme qui se tient seul avec un colt ou un pistolet à la hanche, comme s'il avait le choix ultime entre la vie et la mort. C'est un homme qui est dans le contrôle de son destin. Or, dans les années 70, que constatons-nous? Eh bien, l'horizon est bouché. L'homme arrive en multitude, le train arrive, le progrès. Donc c'était une époque où il était difficile de comprendre de quoi était fait l'avenir. Mais je crois que par rapport à votre question, justement, notre film, offre une perspective très particulière et justement très américaine, puisque justement le film est vu du point de vue de Tonto, l'Amérindien. Il y a là le train et la terre qui sont des personnages à part entière, puisqu'il y a violation quelque part de la terre, parce qu'il y a ce train qui arrive. Donc il y a ce sentiment de perte. Alors bien sûr, j'aime comme vous l'iPhone, l'air conditionné, et j'adore le progrès. Mais je crois que Tonto pose une question essentielle. Quel est le prix de ce progrès? Quelle est notre relation unique et personnelle à la Terre? Et ça, je crois que ce sont les questions que pose notre film. Donc, en un sens, c'est un western postmoderne extrêmement américain. Bonjour. Question. Voilà, j'ai une question pour Gore et une pour Jerry. Gore, ce film rappelle le travail que vous avez fait sur Rango, donc je voulais savoir si justement ce travail avait eu une influence sur Lone Ranger. Et pour Jerry, il y a quelques scènes qui sont graphiques, comme la mort du frère de Lone Ranger. En tant que producteur, est-ce que ça amène beaucoup de débats avant de lancer le tournage de telles scènes? Well, I'll go with you, Jerry, first, because obviously there's some scenes which are pretty graphic. I'm thinking obviously of the death of the brother. As a producer, did it entail many discussions about obviously, censorship or whatever, or the extent of violence? Well, we have a rating system in America and around the world that, we wanted the picture to be a PG-13 picture, and Gore shot it in a manner that it could be edited to within those guidelines. And he worked with the ratings board, and as he would with the ratings board around the world. But fortunately, the American ratings stood for around the world. So we're within their guidelines. Alors voilà, évidemment nous avons un système comme vous d'ailleurs en France de ratings, et nous voulions dès le départ avoir le PG-13, c'est-à-dire on peut le voir à partir de 13 ans. Et donc c'est vrai qu'avec Gore nous avons discuté et qu'il a filmé et monté le film évidemment avec en considérant évidemment cette sortie particulière. Donc effectivement nous avons respecté en quelque sorte les lignes qui nous guidaient par rapport au système américain évidemment d'autorisation de visionnage. Alors pour Gore, for Rango, I mean for Lone Ranger, I mean we were wondering if you were by any way influenced by Rango. I mean did it influence in some ways Lone Ranger? Well, I mean, just that my love for the genre is I mean, I can't get enough of the Western. I mean, it's in the DNA. Just watching Westerns growing up is really the only similarities. I mean, this is very much a two-hander relationship story between two characters. So in that way, it's completely different. Also, animation exists in the comfort of your house, and you can do illustrations, and you have the only real problem is
inherently artificial, and you have to kind of fabricate anomaly to make it feel like it's occurring in some way. In making this movie, we had to embrace anomaly and Mother Nature and all aspects of it. And I think that you kind of collide things together, and you put actors in a situation when you're hoping that they can respond honestly, and you're just prepared with a sort of butterfly net to capture the moment as it occurs. It's a completely different headspace to work in. But the love for the genre is I think, the unifying aspect. Alors voilà, c'est vrai que mon amour pour le genre est connu, et c'est vrai que j'adore le western. J'ai grandi en regardant des westerns, mais ici, c'est tout de même un film avec deux personnages, et ce duo est très différent évidemment de Rango. En animation, il y a le confort, on est chez soi, ou bien on peut créer de façon artificielle les situations, alors que là, dans Lone Ranger, c'était, comme je le disais, accepter la nature avec tout ce qu'elle nous offrait, accepter la collision, la confrontation, en se disant que justement les acteurs mis dans des situations particulières allaient réagir. C'est un petit peu comme brandir un filet à papillon pour capturer le moment exact. Et c'est ainsi que dans la façon, en tout cas, dont j'ai approché les deux, c'est très différent, même si le facteur qui les unit, c'est évidemment mon amour du genre. Question. Oui. Deux questions pour Gore. Une première par rapport justement à ce retour à la nature, qui est un point important pour les Américains depuis Toro. Est-ce que sa réponse, c'est le dernier plan avec Tonto qui retourne à la nature? Est-ce que c'est ça sa réponse? Est-ce qu'aussi l'argent, c'est pas cet argent qui aujourd'hui est plus important que tout? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est tous ces petits clins d'œil qu'on voit le plus flagrant étant celui de Il était une fois dans l'Ouest, mais il y en a nombreux autres et qui balayent d'ailleurs tout le western de Ford, de Hathaway, Hawke et autres. Est-ce que ça, il les a pensés avant, ou est-ce que ça s'est imposé au moment du tournage? Okay. Well, obviously, the back to the nature theme, which is very, major in American psyche, since Thoreau and all that. Is the final shot of Tonto, like in a way, back in the nature, is that your response to what you think should, in a way, happen? Or is money, in a way, more important than anything? That's the first part of the question. Is money more important? Yeah, is the money value now? We can't really go back to nature. Aujourd'hui, l'argent prime sur tout, quoi. Yeah, il n'y a plus de valeur, il n'y a que l'argent, quoi. Yeah, the only value left is money versus nature. Well, I think the final shot over the end credits is really intentionally enigmatic, because I think it's nice to not answer the question directly to that image. It's about home, obviously, and but you can interpret that literally or figuratively, and he's arrived in that place and told his story and moved on. But where is he going? Where is he going to? He's still traveling. In terms of, I think I understand the question. In terms of, have we given is greed somehow taken the place of as an engine for us? I think the most valuable thing from me, from my perspective, is time. Because it's something you can't put a price tag on like that. And so I'm very proud of the movie, and very proud of the time we spent together making it. And I think that's sort of the thing that the story has a man who represents the laws of nature and another man who represents the laws of man, and they're colliding together, and somehow we have to exist, with both of these things. We're not gonna, without the laws of man, we're gonna eat our children, and without yet somehow I feel like we are wandering a little bit, and you constantly, even the greatest scientists say, look to nature for the answers. So I think there's something about the
indigenous peoples had a simple understanding of things, and somehow we'll come full circle. And maybe we'll eventually explain it scientifically, but I think we're constantly, I think they understand wave particle theory, in a way that science is only discovering. Alors c'est vrai que en ce qui concerne le dernier plan, j'ai voulu de façon tout à fait intentionnelle le laisser un peu énigmatique. Je trouve que c'est bien de ne pas donner vraiment une réponse. Bien sûr, il y a le sentiment d'être arrivé chez soi en quelque sorte. Mais en même temps, on peut interpréter de façon diverse. On peut se dire, est-ce qu'après avoir raconté son histoire, il va continuer à voyager en quelque sorte. Mais je crois qu'effectivement, en parlant de l'argent, bien sûr que c'est un moteur aujourd'hui très important, mais pour moi, la valeur essentielle reste le temps, parce que le temps, on ne peut pas évidemment l'acheter. Donc moi, je suis très fière du film et du temps qu'on a passé justement à le faire, parce que il y a effectivement dans ce film ces deux hommes, l'un qui représente les lois de la nature, Tonto, l'autre les lois humaines, le Lone Ranger, et évidemment ils entrent en collusion, mais en même temps il faut bien qu'ils coexistent, car si les lois humaines n'existaient pas, eh bien peut-être que nous finirions par manger nos propres enfants. Je dis ça, j'exagère, mais quand même. Et puis d'ailleurs, les plus grands scientifiques le disent eux-mêmes, la nature a les réponses. Donc je crois que peut-être un jour, d'ailleurs, ils finiront par comprendre que justement, c'était les indigènes ou les Amérindiens, en tout cas les gens qui vivent dans la nature, qui ont une réponse sur les particules élémentaires, par exemple, que même découvriront plus tard. Donc c'est ça qui est intéressant. You were just mentioning the laws of man, and I will get back to your second part of the question, but talking about this Lone Ranger, I mean, you are the law of man. And we talked a lot about Tonto and you, but we didn't get a chance yet to explore how you view your relationship with Tonto. And I believe that you met Johnny Depp already fully decked the first time you met him, right? Oui, je disais qu'on avait beaucoup parlé effectivement de ce couple, l'un qui représente les lois de la nature et l'autre la loi humaine. Donc je m'adressais au Lone Ranger qui représente la loi humaine pour lui demander justement comment la dynamique de ce couple marchait. Et je crois que la première fois qu'il a rencontré Johnny Depp, il était déjà tout à fait dans le personnage. Could you tell us about that? Yeah, I remember I just walked into a coffee shop in Albuquerque, New Mexico, and I saw a guy in front of me with a bird on his head, and I thought, it's got to be him. So, luckily it was. Our relationship in the movie between the Lone Ranger and Tonto goes through several different evolutions. At first it's more of a doctor-patient relationship. He basically nurses the then John Reed, the now Ranger, back to health, and then it becomes a sort of mentor-apprentice kind of relationship, and then by the end, once he's sort of started to enact the creation of this Lone Ranger myth, it becomes a sort of symbiotic partnership where even though they might not completely agree with each other, or in most cases understand each other, or even like each other, they have a wonderful symbiosis, and they really need each other to survive. Like Gore said, they start the movie literally chained to each other, and then end it figuratively chained to each other. Alors, c'est vrai que, la première fois que j'ai rencontré effectivement Johnny Depp, un jour j'étais à Albuquerque, je rentre dans une coffee shop, dans un café, et je vois quelqu'un avec un oiseau sur la tête, donc je me dis, ça doit être lui. Et heureusement, c'était lui, évidemment. Alors, notre relation, a connu des évolutions pendant le tournage. D'abord, ça a été la relation docteur à malade, en quelque sorte, puisque il soigne évidemment John Reed avant qu'il ne devienne le Lone Ranger. Après, cette évolution est devenue quelque chose un peu entre le mentor et l'élève. Et puis enfin, à la fin, lorsqu'on voit la naissance vraiment du mythique Lone Ranger, à ce moment-là, c'est vraiment deux partenaires. Ils sont en symbiose. Alors même s'ils ne sont pas toujours d'accord, même s'ils parfois ne s'aiment pas du tout, mais il y a une symbiose très importante. Ils ont compris qu'ils devaient rester ensemble pour survivre. Et comme le disait si justement Gore, au début, ils sont littéralement, si je puis dire, enchaînés, et à la fin, finalement, ils sont
main dans la main en quelque sorte. I'll go back to the second part of the question that was asked by the journalist. I mean, in your film there are many sort of winks to obviously westerns or other things, and obviously Once Upon a Time in America is very present, but so is John Ford, Hark, etc. I mean, did you think of all these sort of winks before you actually started? Were they in the script, so to speak, or did you sort of put them in as you went along? Well, in some cases, you know, there is homage in the movie, but it's a language you can't escape. I mean, it's a language you know, practically, you know, you go to Monument Valley and you're scouting locations and you drive in a Jeep and you get out of the car and you get your lens and your viewfinder and you're framing up the shot and then you say, no, it's not quite right, and you drive another 100 yards and then you back up 30 feet and you walk around until you find the shot that speaks, you know, the landscape and how the buttes line up and where the sun's going to be. And then, you know, what's amazing is the Native American guide who's there showing us around. It's this old man, and he kind of smiles, and you're like, why are you smiling? He says, that's where John Ford put the camera, you know, right there on that spot. So in some ways it's homage, in other ways it's yeah. It just when you go to these places, it speaks back to you and it sort of starts to tell you what to do. Alors voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommages dans ce film, mais je crois qu'on ne peut pas y échapper en quelque sorte. C'est un langage particulier, et lorsque vous êtes dans Monument Valley et que finalement vous sortez de la voiture, eh bien le paysage s'impose à vous. Et si vous ne trouvez pas l'angle juste pour votre caméra, eh bien vous avancez un peu de 500 mètres, vous reculez un peu, jusqu'à ce que vous trouviez un paysage qui au fond vous parle. Et nous avions un guide amérindien qui évidemment nous montrait un peu tout cela. Et à un moment, je l'ai vu sourire, tandis que je posais ma caméra dans un point précis. Et je lui ai demandé pourquoi il souriait. Et il a dit, vous savez, John Ford a posé sa caméra juste là où vous venez de la poser. Donc bien sûr, le film tout entier est un hommage. Et ainsi se conclut cette conférence de presse. Merci à vous tous. Thank you, Jerry. Thank you, Armin. Thank you all for being with us and bringing such a great Western. Really.